En préambule, je voudrais rendre hommage à deux personnes qui nous ont quittés dernièrement. Je veux parler de Charlie Dalin et de David Hockney. Le premier est né à Harfleur. Il aura porté les couleurs de la Normandie sur toutes les mers du monde. Il avait un talent exceptionnel, de la détermination, mais aussi de l'humilité, un courage, et il incarnait l'excellence et l'audace. Et je crois que son parcours sera une source d'inspiration pour de très nombreuses générations et pour tout le monde de la mer et de la voile. Le second avait quant à lui, je parle de David Hockney, choisi pendant plusieurs années la Normandie et tout particulièrement le Pays d'Auge comme terre de création et d'émerveillement. Il a même peint notre camarade Sophie Gauguin. À travers son talent unique, il a su révéler la beauté de ses paysages, la beauté et la lumière de la Normandie, sa singularité et son patrimoine. Son œuvre, dont nous avons eu la chance de profiter à travers Normandie impressionniste, à travers une magnifique exposition l'année dernière au musée à Rouen, a contribué et continuera à faire rayonner notre région bien au-delà de nos frontières. Il aura été, et il sera encore, l'un de nos plus grands ambassadeurs. À leur famille, à leurs proches, et je crois au nom de vous tous, nous leur adressons nos sincères condoléances et nos amicales pensées. Sans transition, quelques mots sur l'ordre du jour. Je voudrais d'abord me réjouir, ce n'est pas fréquent, des décisions du gouvernement, en l'occurrence du Premier ministre la semaine dernière sur le Mont-Saint-Michel. Elles sont l'aboutissement d'un combat mené depuis 7 à 8 ans avec le département de la Manche pour simplement aller vers un système de bon sens, c'est-à-dire la création d'une entité unique de gestion, mettant ainsi fin à cette double gouvernance pénalisante, EPIC CMN, facteur d'ailleurs de très nombreux doublons. Nous allons enfin pouvoir porter une vraie politique de développement, une politique d'accompagnement culturel, aller chercher du mécénat bien au-delà de ce que nous faisons aujourd'hui, de nouvelles expériences de visite, faire en sorte que le centre d'information touristique devienne un élément stratégique et que nous puissions aussi accueillir de nombreux événements. Ce nouveau modèle sera enfin l'occasion de sortir de la pesanteur d'un système centralisé, d'une gestion normée par le national, qui conduisait à des situations difficilement compréhensibles, notamment pour lutter contre le surtourisme l'été, comme par exemple la fermeture de toute visite de l'abbaye à partir de 19h. En donnant au nouvel établissement public les moyens d'agir avec davantage de souplesse et d'ambition, nous allons donner les moyens de mieux valoriser l'un des plus grands trésors du patrimoine français. Et c'est une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle pour la Normandie. Et comme il est coutume de dire que les bonnes nouvelles n'arrivent jamais seules, en général on parle plutôt des emmerdements, nous espérons vivement qu'autour du 26 juillet prochain, depuis la Corée, où se tiendra la 48e session du Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO, les plages du débarquement rejoindront le Mont-Saint-Michel parmi les sites normands inscrits au patrimoine mondial. Les experts, et le Havre, pardon, j'ai oublié le Havre, pardon Jean-Baptiste, les experts indépendants chargés de l'évaluation du dossier ont rendu un avis favorable à cette inscription à l'issue d'un important travail de consolidation du dossier après le rapport intermédiaire et que nous avons mené avec l'État ces derniers mois. Ce serait évidemment une formidable reconnaissance pour notre région, pour son histoire et pour la mémoire universelle que portent ces lieux. S'agissant de l'ordre du jour, il sera, comme toutes les sessions de juin, principalement consacré aux questions budgétaires. Je pense en particulier à l'adoption du compte financier unique de l'année 2025. Je rappelle que ce budget s'est construit dans un contexte inédit puisque nous ne connaissions pas la ponction réalisée sur les collectivités locales lorsque nous avons construit et bouclé le budget. Nous avons dû d'ailleurs revoir la copie. Mais entre l'instauration du DILICO, grosso modo, les collectivités locales qui sont bien gérées paient pour celles qui sont mal gérées, la diminution significative des dotations, le gel du dynamisme de la TVA, la facture pour la collectivité
rien que pour l'année 2025, s'est élevé très exactement à 33 millions d'euros. Cette ponction, comme vous le savez, s'est poursuivie avec un effort qui s'élève depuis 2025 à 111,7 millions d'euros et qui atteindra en 2027 180 millions d'euros. Nous aurons donc en 2027 180 millions d'euros de recettes de moins que ce que nous avions en 2024. C'est ça que ça veut dire, très clairement. Mais ce n'est pas tout. Je pense notamment à la réduction brutale des dotations de l'État en faveur de l'apprentissage versées aux régions, qui passe là de 260 millions d'euros à 33 millions d'euros. Pour notre région, cette décision représente une perte sèche de 14 millions d'euros de recettes, et donc autant pour l'investissement qui est bien entendu orthogonal pour une telle décision aux besoins de formation, d'insertion. Elle est d'autant plus incompréhensible que l'État avait lui-même, et David Marguerite s'en souvient, retiré la compétence de l'apprentissage aux régions en 2018 pour reprendre la main, et au bout du compte, en n'ayant jamais été capable de financer correctement cette nouvelle compétence, puisque je crois que le déficit, David, c'était 2 milliards sur l'apprentissage à peu près. Bon. Je rappelle qu'en Normandie, les apprentis, c'est 50 000 jeunes. Ça représente 4% de l'emploi salarié. Et comme vous le savez, je n'ai pas besoin de vous faire une leçon, c'est un levier majeur d'insertion professionnelle et de formation. Il est aussi, cet apprentissage, absolument indispensable. Nous avions un comité de pilotage sur Penly avec le président d'EDF et le préfet et tous les acteurs vendredi dernier. La question de l'apprentissage pour un développement industriel comme celui-ci est bien entendu un outil clé. Nos recettes de fonctionnement sont, quant à elles, restées stables à périmètre constant, ce qui constitue également une performance compte tenu du double mouvement de baisse auquel nous avons été confrontés. Je ne reviens pas plus là-dessus. Virginie Luttrot vous fera, parce que là j'en ai sinon pour 10 pages que mes collaborateurs gentiment m'ont mis sur le sujet, et donc je préfère qu'on ne se répète pas. Mais tout ça nous amène à avoir des résultats financiers qui sont bons en 2025, même au-delà d'ailleurs de nos espérances quand on a construit le budget, mais qui nous imposent à être prudents compte tenu probablement des ponctions complémentaires dont nous ferons l'objet l'année prochaine par l'État. Pas s'imaginer qu'en 2027, on n'ait pas encore des ponctions supplémentaires. Je vous rappelle qu'il y a des collectivités régionales qui sont en train de bâtir des budgets avec des taux d'endettement à 16 ans. À 16 ans. C'est pour tous ceux qui sont patrons de collectivités locales. On comprend dans quelle trajectoire on est en train de nous embarquer. Bref, je voudrais, avant de laisser place aux différentes interventions, vous dire quelques mots d'agriculture. Clotilde aura l'occasion d'évoquer ce sujet plus largement pour notamment évoquer notre position en matière agricole, puisque nous l'avons exprimé auprès de la Commission européenne dans le cadre d'un livre blanc que nous leur avons adressé. Comme vous le savez, la Normandie est une région fortement agricole. 69% de son territoire est affecté à l'agriculture. Nous sommes la première région agricole de France. Nous sommes désormais d'ailleurs la deuxième région de production laitière. On était la troisième. Et le département de la Manche est le premier département français de production laitière. Et la PAC a joué un rôle structurant depuis 2015. La région a pris en charge, comme vous le savez, la programmation et le cofinancement du deuxième pilier de la PAC. Pour résumer les choses, c'est tout de même 830 millions d'euros de crédits qui ont été affectés à l'agriculture normande, notamment pour moderniser les exploitations, 830 millions d'euros, 2 tiers Europe, 1 tiers à peu près région. Nous portons une vision ambitieuse de l'agriculture normande, une agriculture qui doit être confortée dans ses atouts, elle doit être diversifiée, faire une place à toutes les agricultures, elle doit être performante, compétitive et capable de faire face à la succession des chocs auxquels elle est régulièrement confrontée et auxquels elle sera confrontée.
Je pense au choc économique, au choc bien sûr climatique et parfois malheureusement au choc sanitaire. Je rappelle que notre région consomme intégralement les crédits européens qui lui sont confiés, qu'il s'agisse du FEADER ou du FEAMPA. Merci aux services pour leur efficacité. Et j'ai d'ailleurs demandé à Annie Genevard que des crédits non consommés par d'autres régions, parce qu'il y a des régions qui sont en sous-consommation, donc comme vous le savez, quand il y a sous-consommation, c'est renvoyé à Bruxelles, puissent être affectés à la Normandie, qui saura les mobiliser plutôt que de les renvoyer à Bercy, puisqu'on est en train d'assister à quelque chose d'assez incroyable, c'est qu'on utilise des crédits européens du second pilier pour boucher un certain nombre de trous du budget de l'État. L'État semble avoir, au moins bonne nouvelle, abandonné toute tentative de renationalisation de la PAC, puisque nous avons eu à lutter avec Régions de France sur cette question. Il nous reste encore un certain nombre de points à régler, mais nous devrions rester autorité de gestion comme nous le sommes désormais sur le FEDER, puisque cette affaire a été arbitrée. J'en profite pour dire que renationaliser serait bien sûr une faute stratégique majeure, d'une part parce que on garde un cadre qui sera stable dans une période politiquement très instable, et les acteurs économiques ont besoin de stabilité. Et puis d'autre part, parce que l'agriculture normande, ce n'est pas l'agriculture de l'Occitanie, de la région PACA ou de la région Auvergne-Rhône-Alpes. On n'a pas les mêmes agricultures, on n'a pas forcément les mêmes ambitions, on n'a pas forcément les mêmes volontés, on a des modèles agricoles qui sont assez différents. Et pour notre part, il est clair que nous estimons que la Normandie a une responsabilité singulière, mais très particulière dans le cadre de tout le questionnement sur la souveraineté alimentaire, c'est qu'avec le réchauffement climatique, l'essentiel de l'agriculture en France sera au nord de la Loire et sera d'abord et avant tout une agriculture sur 3 régions, les Hauts-de-France, la Normandie et la Bretagne, peut-être un peu de Pays de la Loire, peut-être un peu d'Île-de-France, mais qu'au bout du compte, le potentiel agricole de la France se situera essentiellement dans ces 3 régions et donc dans la nôtre. Voilà ce que je pouvais vous dire en introduction. Je veux juste dire que grâce à Clotilde et grâce à la co-construction de toutes ces politiques, nous avons pu mener une politique efficace et que Clotilde notamment évoquera le fait que nous avons décidé, dans le cadre du débat sur la souveraineté alimentaire, de réaffecter une quarantaine de millions d'euros sur le deuxième pilier, avec 3 objectifs principaux. Le premier, développer des productions sur lesquelles la France est très largement déficitaire. Je pense par exemple à la volaille. Faire en sorte qu'on puisse permettre, notamment au sud de l'Eure et à une partie de l'Orne, de pouvoir aller plus vite dans l'adaptation de leur modèle agricole sur lié au réchauffement climatique, et troisièmement, faire en sorte qu'on puisse continuer à soutenir des filières qui sont des filières ou des éléments de la politique de l'agriculture normande, comme par exemple tout ce qui est autour de la production à la ferme et de la valeur ajoutée gardée dans les exploitations. Je termine en disant que en tout, nous aurons donc financé dans ces 9 dernières années 5 772 projets d'investissement. Nous aurons financé 3 700 installations, comme je vous le disais, pour 830 millions d'euros. Et donc, nous continuerons à défendre ce modèle dans les prochaines années. Je vous remercie.